nous sommes dans un lieu, vous vous en doutez, où on joue avec une raquette. Nous sommes au club Omnisport des Girondins de Bordeaux, dans le domaine de Roquevielle, qui est connu de longue date. Alors désormais, vous avez un complexe absolument extraordinaire. Et dans quelques instants, il va y avoir l'inauguration de la salle du jeu de paume. Alors on va se tourner sans transition vers le président Thierry Lièvre-Cormier, pour avoir déjà une petite explication de ce qu'est ce sport. C'est l'ancêtre du tennis en réalité, Thierry, c'est bien cela, hein? Tout à fait, c'est l'ancêtre du tennis et de toute une famille de jeux avec la raquette. On peut dire que c'est un cours de tennis dans une salle finalement, avec simplement des particularités que vous pouvez voir. Et ça existe depuis des siècles, on peut dire, on trouve beaucoup de traces écrites à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc voilà, et puis on a essaimé beaucoup de choses à l'étranger. L'Angleterre a beaucoup joué, joue beaucoup encore, mais plus que nous maintenant, puisqu'ils ont 25 cours. Nous, on n'en a plus que 4 ou 5 en France, mais on redéveloppe, vous voyez, activement avec un cours tout neuf. Inauguration tout à l'heure, et nous avons un grand champion australien. Alors d'abord, ce qui m'a étonné, vous avez 54 ans, est-ce qu'on peut être un sportif de haut niveau dans ce sport-là à 54 ans? Dans tout autre sport, c'est impossible, mais dans le vôtre, c'est possible. Oui, c'est très possible parce que pour nous, le plus difficile chose, c'est de savoir où la balle va arriver. Et puis, avec un peu d'expérience, tu as un avantage avec le temps sur le court. Mais ça demande des accélérations, ça demande des changements de rythme. Est-ce qu'on est capable de produire cela à haut niveau à 54 ans? Apparemment. Vous pouvez le faire. Dites-moi, Thierry, permettez-moi de vous appeler ainsi. Évidemment, dans notre histoire française, on pense tout de suite au serment du jeu de paume, en 1789. C'est là que la République est née, ou plus exactement l'Assemblée nationale. Et comme on a changé il n'y a pas si longtemps les députés, c'est un lieu très symbolique. Oui, alors pour nous, c'est un souvenir mitigé. C'est à la fois sympa parce qu'on parle du jeu de paume, et puis c'est triste parce qu'en fait c'est à partir de la Révolution que ce jeu a été un petit peu délaissé. Pourquoi? Parce que c'était le jeu des rois, un peu aussi, hein, on disait le roi des jeux, le jeu des rois. Alors pour nous, voilà, donc on a une très belle réplique de la peinture du serment du jeu de paume, et figurez-vous, on l'a mise au vestiaire, parce que comme ça on ne l'oublie pas, mais je dirais c'est effectivement le début d'une décroissance à l'époque du jeu de paume qui a repris depuis, je dirais, le début du XXe siècle. Alors Robert, vous allez participer à un tournoi exhibition, c'est cela, pendant 48 heures. Ce soir, il y a des matchs déjà. Est-ce que vous connaissez vos adversaires? Oui, très bien, parce que les joueurs de haut niveau, il n'y a pas beaucoup. Alors on se connaît très très bien et on traverse le globe ensemble et on est tous les bons amis. Très bien. Vous gagnez votre vie avec ça? Ah oui. C'est professionnel, donc par définition, il y a de l'argent. Exactement. Combien vous êtes de joueurs professionnels, disons sur le circuit, qui sont bien classés, dirions-nous une vingtaine, un petit peu plus? Exactement, oui. Guère plus. Un petit vingtaine, puis après il y a 50 clubs avec 200 joueurs chacun, et puis c'est très petit, mais c'est très bien. Thierry, vous savez, il nous manque une chose, la toile de David, avec... vous la voyez, vous me parliez du serment du jeu de paume, même si ça vous fait un petit peu de la peine d'en parler, mais avec le vent, là, vous voyez, les tentures qui s'envolent, c'est un petit peu ça, moi j'ai l'impression d'y être. Alors j'ai envie de vous peut-être de revenir à ce que vous avez dit, c'est pas un tournoi d'exhibition, c'est le championnat du monde. Carrément. Très officiel, c'est les 4 meilleures paires du monde qui vont s'affronter à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Et j'en profite pour dire que sur notre site Jeu de Paume de Bordeaux, on trouve la billetterie, on peut venir assister au match. Certains sont gratuits et d'autres sont avec un billet tout à fait normal. Mais c'est vraiment un des tournois phares de la discipline. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a lieu seulement tous les 8 ans en France. Qui va avoir lieu donc ce soir. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. C'est bon, on va inciter nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à venir vous voir avec une inauguration, je vous l'ai dit, qui aura lieu à 17h. On fait, je disais, 1 heure, dans moins d'1 heure maintenant, avec Pierre Urbic et également avec le maire de Mérignac, bien sûr, monsieur Alain Anziani, qui est le patron de Bordeaux Métropole. Donc du beau monde, et on va en reparler dans quelques instants, les amis. Avec Henri Blanchot, l'architecte de ce très très beau bâtiment qui est la salle du jeu de paume que nous allons inaugurer dans un petit quart d'heure avec le maire de Mérignac, le maire de Bordeaux, tout le monde va venir j'ai envie de poser une question à Henri Blanchot, donc l'architecte qui a fait ce beau bâtiment. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Henri, lorsqu'on fait un bâtiment comme celui-ci, qu'on a peut-être carte blanche, qu'est-ce qui vous inspire en premier lieu? Alors l'idée d'avoir carte blanche, oui et non.
Carte blanche, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Français, ou très peu, qui ont eu le privilège de construire des jeux de paume depuis des décennies. Le dernier était à Mérignac, construit par un architecte bordelais, mais qui n'a jamais joué. L'intérêt, c'est que j'étais joueur, et je suis joueur, depuis 50 ans. Donc avec quelques-uns, dont mon frère qui est ici, on est membre du jeu de paume depuis 50 ans. Nous avons commencé à jouer, moi à l'âge de 9 ans, alors à la place de l'auditorium. Alors qu'est-ce qui importe lorsqu'on fait une salle comme celle-ci? Que les spectateurs, d'abord que les joueurs puissent jouer de la meilleure des façons, mais que les spectateurs voient évoluer les joueurs. Ça se rapproche un petit peu de la pelote basque, ça se rapproche un petit peu de ces sports de salle comme le squash. Qu'est-ce qui importe en premier lieu lorsqu'on fait une salle de ce type-là? Les joueurs, les spectateurs ou les deux? Épater la galerie veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'un joli coup fait par un joueur se retourne vers la galerie et épate la galerie. Cette fameuse expression française, comme l'expression tomber à pic, comme l'expression rester sur le carreau, et nombreuses expressions de la langue française que nous utilisons, nous, en permanence sur le terrain, sur le carreau. L'idée à la base conceptuelle est de savoir s'il faut répondre effectivement aux spectateurs, ça vient tout seul, ou s'il faut répondre aux joueurs. Et étant joueur, j'ai toujours considéré qu'il valait mieux répondre aux joueurs. Parce que la problématique de fond de ce sport, c'est le rebond de la balle. Et si on ne réussit pas à construire quelque chose avec une certaine densité, une certaine efficacité ou quoi que ce soit, eh bien on ne répond pas au rebond de la balle. Certains carreaux, on appelle ça des carreaux et non pas des cours de jeu de paume, des carreaux, certains carreaux rebondissent énormément, quelles que soient les balles, d'autres rebondissent pas du tout. Et moi j'ai cherché à trouver le juste milieu, le bon compromis entre le fort rebond ou le petit rebond. Donc c'est la spécificité de cette salle. On va insister sur ce rebond, la qualité du rebond. La difficulté pour l'architecte a été de trouver le bon compromis pour le rebond. Et je dois dire que j'ai été très ennuyé jusqu'à la fin de la construction et jusqu'à peut-être même maintenant avec les meilleurs joueurs du monde pour entendre véritablement les avis des vrais joueurs, des vrais et des bons joueurs. C'est ça le plus important. Et là, depuis hier, j'entends que des avis assez positif, voire très positif, sur le fameux rebond. Sur la lumière, parce que j'ai voulu un jeu de paume relativement lumineux. En général, ce sont des salles complètement fermées. Là, j'ai voulu une salle très ouverte, dans le but, au contraire, de laisser rentrer la lumière naturelle et de ne pas jouer qu'à la lumière artificielle. On est quand même dans le sud-ouest de la France, hein, on n'est pas en Angleterre ni ailleurs. Bon, voilà. Du coup, cette idée d'avoir beaucoup de lumière sur le terrain et en même temps, cette fluidité de circulation et les galeries en même temps adaptées aux spectateurs. Au rez-de-chaussée, il y en a dans tous les jeux de paume. Au premier étage, c'est assez rare avec le mur en verre. Et au deuxième étage, il n'y en a quasiment pas. Et vous, c'est le cas, il y a un deuxième étage. Nous avons un deuxième étage et nous avons le privilège de pouvoir assister aux parties depuis le haut, regarder, commenter. Alors on essaye de ne pas faire trop de bruit parce que soi-disant ça dérange un peu les joueurs. Quand ils sont bons, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà. Et le verdict, c'est ce soir, parce qu'il va y avoir ce tournoi qui démarre juste après l'inauguration, qui va se prolonger, nous venons de le dire, en introduction pendant 2 jours. Donc on aura un avis définitif et un avis de premier plan, une fois que les joueurs auront essayé de faire ce tournoi. Il s'avère que je suis passé hier après-midi, autour d'un chantier, je suis passé ici pour voir, et il y avait un entraînement de 4 joueurs, anglais, américains, australiens exactement, je ne sais plus, et qui jouaient avec une rapidité, une célérité, une efficacité absolument redoutable. C'est très très loin de notre niveau de jeu. Ils jouent comme Federer, Rafael Nadal ou des gens comme ça. C'est ce niveau-là par rapport à la paume. Donc ils jouent absolument de manière extraordinaire et ils ont tous apprécié le rebond. Donc tant mieux. Henri Blanchot, cette salle a-t-elle été faite à l'économie ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y avait un budget précis? Vous n'aviez pas de limite? Alors j'avais un budget relativement précis qui m'avait été octroyé par le comité du club, lequel budget s'est avéré être respecté par une architecture dite dans mon esprit industrielle, alors que quelques Anglais en Angleterre m'avaient dit qu'avec le double de la somme, on ne pouvait toujours pas construire un jeu de paume. Mais avec la moitié de la somme anglaise, on est arrivé à construire en France. Donc on a fait un beau résultat pour un prix très limité, privé, puisque c'est 100% notre club et notre SCI qui est propriétaire des lieux.
Avec Pierre Urmic, monsieur le maire de Bordeaux, le maire le plus sportif de France. Vous faites 20 km, vous êtes en train de me dire, à l'instant en antenne, c'est vrai, sérieusement, 20 km tous les samedis. Oui, 20 km course à pied, je suis un semi-marathonien et je ne loupe jamais, tous les samedis matins, quelle que soit la météo, qu'il vente, qu'il tonne, qu'il neige, je fais les 20 km. Et parfois très très tôt le matin, quand j'ai des rendez-vous qui démarrent le samedi matin. Mais voilà, donc je considère comme... Mais c'est un sport d'endurance et je trouve qu'en politique, c'est très bien de faire des sports. Les politiques, il ne faut pas que ce soit des sprinteurs, il faut que ce soit des gens endurants et je pense que ce sport m'aide beaucoup dans ma pratique politique quotidienne. Alors, vous êtes plutôt un adepte des sports d'extérieur que des sports d'intérieur. Or, vous venez d'inaugurer la salle du jeu de paume. Très honnêtement, vous saviez que ce sport se pratiquait encore? Parce que c'est un sport historique, évidemment. Oui, d'abord, je me suis renseigné. Bordeaux, il se pratique depuis très longtemps, puisque comme je disais, on a retrouvé des traces d'une salle de jeu de paume à Bordeaux qui datait du XVe siècle, rue des Airs. Après, il y en a eu une autre qui a été construite en 1788, rue Roland, qui a perduré jusqu'en 1978, au moment de la vente au complexe cinématographique Gaumont. Donc, il y a une vraie tradition du jeu de paume à Bordeaux. Pour ça que je tenais aussi à être là, en disant que ce n'est pas qu'un sport mérignacais, c'est un sport, je dirais, métropolitain. Mais la ville de Bordeaux a un passé attaché au jeu de paume. C'est pour ça que ça me paraissait important que le maire de Bordeaux soit là aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé amusant, et là je l'ai appris aujourd'hui, que déjà en 1978, la salle mérignacaise avait été inaugurée par les maires de Bordeaux et de Mérignac de l'époque, c'est-à-dire nos prédécesseurs, Alain Ziani et à moi, Jacques Chabat-Delmas et Michel Sainte-Marie. Voilà. Mais je connaissais aussi, pas dit, les sports de pelote intérieure. J'allais vous le dire. Je suis originaire du Pays Basque. Vous imaginez bien qu'au Pays Basque, on apprend à jouer la pelote presque. Vous y avez joué c'était la Manu essentiellement? Alors, moi j'ai fait de la Chistera, le petit gant, parce qu'on avait une particularité à Saint-Palais, c'est qu'on avait le champion du monde de Chistera qui s'appelait Jean Hurti, donc champion du monde. Et c'est lui qui a entraîné les jeunes Saint-Palaisiens à ce sport. Donc j'ai eu la chance d'être initié à un sport par un champion du monde. C'est pas le cas de tout le monde, mais je crois que j'étais pas assez adroit pour durer. Pour ça, la course à pied, ça me convient davantage, parce que c'est pas un sport d'adresse, c'est uniquement un sport d'endurance. Donc la pelote, comme le jeu de paume, demande des qualités d'adresse dont je suis pas doté. Mais enfant, j'ai essayé. Un bilan sur la fête du vin, juste 2 mots, parce que quand même, on est quelques jours après la fête du vin, ça a été extraordinaire. Bon, vous n'avez pas été aidé par la météo, parce que franchement, il faisait pas très chaud, il y a eu un petit peu de flotte, et malgré ça, le public est venu. Oui. Malgré ça, il y avait du monde. Les organisateurs, en tout cas, sont en train de faire les comptes, et je sais qu'ils sont contents de la fréquentation. Il y a eu du monde, moi-même j'y suis allé, j'ai pu constater qu'il y a eu du monde, que c'était bien organisé. Les flux me paraissaient beaucoup plus souples que les années passées, et ceux avec qui j'ai pu discuter étaient plutôt contents de la manifestation et de la rencontre des Bordelais, et même au-delà des Bordelais naturellement, avec le monde du vin, avec une particularité cette année. On avait essayé d'axer ça autour de la promotion des vins bio. Elle pourrait devenir annuelle, c'est vrai ou pas? Oui, c'est actuellement en discussion. Elle pourrait devenir annuelle, parce qu'on dit pour qu'une fête de cette nature soit vraiment repérée, il faut qu'elle soit annuelle. Quand c'est biannuel, les gens perdent un peu leur repère. Donc actuellement, c'est l'objet de discussion. Elle pourrait devenir annuelle. Oui. Merci beaucoup, monsieur Pierre Urmic. Avec monsieur Alain Arziani, président de Bordeaux Métropole, maire de Mérignac, nous étions en train de dire avec vous, Alain, en antenne, il y a 3 villes en France où on pratique le jeu de paume. Vous allez nous les énumérer. Oui, il y a seulement 3 villes. La plus ancienne, c'est Fontainebleau, depuis, je crois, le XVIe siècle. Paris depuis le début du XXe. Et Mérignac. Mérignac ici, où on a aménagé un carré, puisque c'est le nom, en 1978. Oui. Le président du club de jeu de paume de Mérignac me disait que la Révolution française avait sonné le glas, d'une certaine façon, du jeu de paume. C'est quand même assez paradoxal, non? Oui, mais c'est pas étonnant non plus. Les révolutionnaires voulaient mettre à bas sans doute tout un certain nombre de traditions, et notamment des traditions qui venaient d'outre-Atlantique, d'outre-Manche plus exactement. Donc ça ne m'étonne pas. Mais ensuite, après, la tradition française a ressurgi avec ces jeux de raquettes, et en particulier avec le jeu de paume. C'était un jeu qui était pratiqué par l'aristocratie longtemps, c'est cela, hein? Oui, on disait que c'était le jeu des rois et le roi des jeux.
Alors aujourd'hui, nous inaugurons cette salle du jeu de pommes. J'imagine que vous allez être fiers. On dit souvent Mérignac, ville sportive. Bon, on connaît le foot évidemment à Mérignac, le rugby, le jeu de pommes. Je ne suis pas certain que la plupart des Mérignacais le sachent, mais maintenant ils le sauront. Oui, mais c'est un sport à découvrir, hein. C'est un sport qui est très complet, qui est très physique, qui demande beaucoup de volonté, et qui complète bien toute la panoplie des sports que nous avons à Mérignac. Vous avez cité un certain nombre, mais il y a la natation, il y en a bien d'autres. Voilà. Il y a des clubs emblématiques. Alors le paradoxe, c'est que ce club des Girondins de Bordeaux Omnisport se trouve sur le territoire de Mérignac, c'est cela. Oui, c'est une vieille tradition. Alors, en fait, c'est la section amateur ici qui se trouve ici. La section professionnelle, vous le savez, elle va sur d'autres territoires, Bordeaux, mais aussi le Hayan, hein. Moi, j'ai gardé le souvenir de Roquevielle parce que j'étais tout gamin. Et peut-être avec vous, vous aussi jouez à Roquevielle. On venait ici jouer. C'était les terrains emblématiques qui sont aujourd'hui à l'abandon. C'est bien ça, les terrains de sport, de foot en particulier. Qui sont à l'abandon, qui sont en voie de travail, quoi. Il y a beaucoup de projets sur ces terrains. Vous imaginez, vous êtes dans un site là, proche de l'aéronautique, proche de beaucoup de points d'attraction. C'est des sites qui sont très demandés. Et on veille à justement avoir un certain rythme de construction qui ne soit pas trop élevé. Mais en fait, regardez, vous avez en face de vous les usines Dassault, vous avez non loin les usines Thales. C'est un territoire à vocation économique. C'est bien, je sens que ça devienne un territoire mixte. Il faut de la vocation économique, puis il faut également de la mixité avec le sport.